Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un récit personnel assez fort, celui de Riam. C'est une femme née, élevée au Maroc. Elle se définit comme ex-musulmane et elle vit en France depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, et on se base sur un extrait d'interview où elle partage vraiment son expérience. Exactement. L'idée, c'est de dégager les points clés de ce qu'elle a vécu en tant que femme dans un contexte qu'elle décrit comme, bon, à la fois patriarcal et très marqué par l'islam. Et aussi, pourquoi elle a quitté cette religion. Mhm. Et ce qu'elle raconte de sa vie là-bas, au Maroc, c'est frappant, non? Ah oui, tout à fait. Elle décrit une sorte d'omniprésence de la religion mélangée à la culture, où on la renvoie constamment à son sexe en fait. C'est ça. Elle donne des exemples très concrets dès l'enfance, l'école, la rue qui serait plutôt aux hommes, même les mariages pas mixtes où les hommes sont servis d'abord. Des détails, ouais, assez parlants. Oui, et ce qui ressort beaucoup, je trouve, c'est comment elle a intériorisé un statut qu'elle a perçu comme secondaire. Elle insiste sur cette phrase qu'on lui répétait pour justifier les limites parce que tu es une femme. Ah oui. C'est presque une formule magique qui résume cette assignation à un rôle juste basé sur le sexe. Et puis derrière, il y a toute la pression sociale, l'honneur de la famille, la virginité. Mmh. Et ce sentiment d'appartenir d'abord à son père, ensuite peut-être à un mari. C'est un conditionnement très profond qu'elle décrit. Elle fait une distinction, il me semble, entre culture et religion, mais au final, elle conclut quand même, d'après ce qu'elle a lu et vécu. Oui, oui. Elle cite que l'islam lui-même contient des éléments qu'elle juge misogynes. Elle cite des exemples précis, les lois sur l'héritage, certains droits du mari. Oui, elle mentionne même des passages, des textes sur le droit de frapper sa femme, c'est ça. Voilà, ça c'est direct. Et cette tension entre la culture ambiante et le texte religieux, c'est souvent là, dans ce genre de parcours. Son doute à elle, d'ailleurs, il a commencé tôt. Ah oui. Oui, avec des questions d'enfant très logiques, en fait, sur Dieu, sur l'enfer, sur ce fameux pont Sirat, tu sais, ce pont très fin. Oui, fin comme un cheveu, c'est ça. Voilà, que les croyants devraient traverser pour aller au paradis. Et les réponses qu'elle obtenait, c'était souvent des mises en garde. Attention, tu vas devenir mécréante. Décourageant pour une enfant qui pose des questions. Et elle raconte aussi cette histoire d'uniforme au lycée. Ah oui, l'uniforme. Une blouse longue, juste pour les filles, pour cacher leur forme. Alors que les garçons, eux, rien de spécial. Exactement. Un exemple très concret de cette différence de traitement qu'elle a ressenti très jeune. C'est ça. Mais au-delà de ces questions logiques ou de ces inégalités visibles, on sent que ce sont surtout des raisons morales, une question de dignité, en fait, qui l'ont poussée à s'éloigner. De dignité. Oui, elle exprime un refus net d'accepter un statut qu'elle juge inférieur, dicté par la religion. Elle dit même que les descriptions du paradis lui semblaient surtout centrées sur les hommes. D'accord. Ça pose une question importante, ce conflit possible entre la foi qu'on reçoit et puis son aspiration personnelle à l'égalité, à la dignité. Et comment elle a pu développer cet esprit critique, alors, dans cet environnement? Elle explique que c'est l'accès à des lectures critiques, y compris les textes religieux eux-mêmes, le Coran, les hadiths. Les hadiths, c'est les paroles et actes du prophète, c'est ça? Oui, voilà, les recueils de tradition. Et aussi, elle dit que son environnement familial était un peu plus ouvert que d'autres, ce qui lui a permis de comparer, de réfléchir par elle-même. Donc la lecture et une certaine ouverture familiale. C'est ça. La capacité à confronter les discours, les textes, ça nourrit son questionnement. Et le moment décisif, le déclic, comme on dit, ça a été quoi pour elle? Ça a été très émotionnel, d'après ce qu'elle raconte. Elle lit en passage qu'elle interprète comme décrivant la femme comme sale à cause de ses règles. Ah oui, Et face à cette vision d'un phénomène naturel, elle dit avoir ressenti une colère très forte. Et ça a été le déclic final pour sa décision de quitter l'islam. d'accord. C'est puissant comme image. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est sa réflexion sur pourquoi, selon elle, il n'y a pas plus de femmes musulmanes qui quittent ouvertement la religion. Elle en parle? Oui, elle pointe plusieurs freins importants. D'abord, la peur, très réelle, des conséquences sociales, familiales. Ça peut aller jusqu'au rejet complet. La pression du groupe. Voilà. Ensuite, une forme de soumission qu'elle dit intériorisée depuis l'enfance, qui fait qu'il est difficile d'imaginer une autre place. Et puis, ce qu'elle voit comme une manipulation dans certains discours religieux. D'accord. Donc son message principal, c'est vraiment un appel à l'autonomie de pensée. Oser lire les textes soi-même, ne pas déléguer sa réflexion aux savants, comme elle dit, prendre sa propre responsabilité intellectuelle en somme. Exactement. Et elle ajoute que ce rejet d'un statut jugé inférieur, c'est quelque chose qu'elle retrouve chez beaucoup d'autres ex-musulmanes qu'elle a pu rencontrer. C'est un point commun fort, selon elle. Donc pour résumer, le parcours de Réham, tel qu'elle nous le livre, c'est une quête très personnelle de dignité, d'égalité, d'autonomie intellectuelle. Oui.
face à des normes religieuses et culturelles qu'elle a fini par ressentir comme oppressives pour les femmes. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, Le témoignage de Riam, il est très spécifique, bien sûr, mais il nous interroge plus largement, non? Sur la façon dont les identités qu'on nous assigne par la culture, la société, le genre, peuvent entrer en tension avec notre besoin à tous de reconnaissance, d'autonomie. mhm. Et on peut se demander dans quelle mesure est-ce que ces dynamiques, souvent silencieuses, façonnent aussi nos propres vies, nos propres choix. Parfois sans qu'on en ait vraiment conscience. C'est une question profonde pour terminer. Merci pour cette analyse. Merci à vous.